proposé par la branche féministe du NPA révolutionnaire. Et Doriane va vous expliquer comment ça va se dérouler, qui sont les différentes intervenantes. Et puis moi, à la fin, je prendrai les inscriptions pour les interventions. Voilà. Bonjour, donc nous sommes ici pour parler des féministes. Et donc, de notions qui ne sont pas allées de soi tout de suite dans l'histoire. Et moi, je vais essayer de raconter un peu comment ça s'est installé. Et comment cette idée maintenant dans le monde se propage un peu. Et on va avoir donc le point de vue de la camarade d'Argentine qui va nous expliquer lutte un peu modèle sur le sujet, puisqu'elles sont à l'avant-garde de la lutte féministe. Et Armel fera un bilan de ce qui s'est passé cette année en France et en Europe, et nos tâches et notre implication dans cette lutte à venir pour l'année prochaine. Point de départ, évidemment, la domination masculine. Elle existe depuis très 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 longtemps et dans presque toutes les sociétés humaines. Elle est liée à la division sexuée du travail et du rôle de chaque sexe dans ces sociétés. Et elle entraîne dans beaucoup de sociétés la mise à l'écart des femmes par les hommes pour les décisions importantes. Évidemment, cette mise à l'écart varie dans le temps et selon les sociétés. Mais il y a une constante, c'est que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont en charge des tâches dites domestiques et particulièrement d'élever les enfants. La fixation des rôles de chacun a entraîné une discrimination des genres masculins et féminins très forte dans ces sociétés. Et l'attribution presque biologique des tâches dites reproductives aux femmes entraîne une représentation de leur rôle dans la société patriarcale, avec tous les a priori de genre qui s'installent dans le temps. L'oppression des femmes et la répartition sexuelle du travail précèdent donc la domination de classe. Mais depuis 2 siècles, le capitalisme accentue cette division sexuelle du travail dans le monde et utilise ces discriminations de genre pour mettre en concurrence les travailleurs et les travailleuses et en plus exploiter le fait que les femmes assument une grande partie de tâches qui ne génèrent pas de plus-value, ce que les marxistes appellent les tâches reproductives, c'est-à-dire celles qui ont pour but de renouveler la capacité du prolétariat à vendre sa force de travail. L'éducation des jeunes, le soin aux vieux qui ne peuvent plus travailler, et les tâches domestiques, préparation des repas, nettoyage, etc. Comme j'ai dit plus tôt. Face à ces injonctions sociales fortes, les femmes se sont organisées régulièrement dans l'histoire pour revendiquer une justice et une égalité de traitement et pour faire valoir leurs droits. Et elles utilisent, on va voir, une arme des exploités, c'est la grève. Alors, c'est une anecdote, mais ça remonte assez loin puisque le dramaturge Aristophane a mis en scène une pièce dans la Grèce antique qui s'appelle Lysistrata, une pièce qui raconte que les femmes, au moyen de la grève du sexe, revendiquent le droit de participer à la vie politique et exigent la reconnaissance de leur expérience dans la cité. Dès la fin du Moyen-Âge, des auteurs critiquaient la place accordée aux femmes dans la société. Et le discours féministe, à partir de ce moment, met quand même plusieurs siècles à s'afficher comme un mouvement indépendant et revendiquant une égalité. La première vague de féminisme au milieu du XIXe siècle est une revendication d'égalité civique avant tout. Et l'éducation des femmes et la sortie du carcan patriarcal. Donc on voit qu'avec l'apparition de l'exploitation capitaliste, les femmes s'organisent de plus en plus en tant que travailleuses déjà, quand elles sont dans les mines, dans les manufactures, mais elles prennent conscience qu'elles ont des journées doubles et qu'après leur journée de travail, où elles sont déjà discriminées parce que les salaires sont très inégaux, elles sont moins payées que les hommes et en plus il faut qu'elles fassent une double journée pour ce travail domestique non rémunéré. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, on assiste à une mutation puisque
dans les pays les plus riches, ces tâches-là ont été un peu socialisées et mises à profit par le capital qui les marchandise. Par exemple, les crèches, les sociétés d'auxiliaires de vie, et dans lesquelles le salariat très majoritairement féminin est très exploité. Donc le capitalisme utilise les discriminations de genre pour diviser les travailleuses et travailleurs, et leur proposer des salaires et des conditions de travail encore plus pourries qu'aux hommes. Cette réalité, elle vient aussi du fait que dans la construction de la démocratie bourgeoise, les femmes n'ont pas de droits civiques. Et pourtant, par exemple, si on prend la Révolution française, les femmes en partie du peuple, ils jouent un rôle très important. Et on voit même des organisations qui, avec des femmes les femmes comme Olympe de Gouges, qui ne sont pas des femmes du prolétariat, mais qui revendiquent des droits. Et par exemple, les femmes participent à la Révolution française en marchant sur Versailles le 5 et 6 septembre 1780. Mais elles restent les grandes perdantes, les premières perdantes en termes de droits civiques sur la démocratie bourgeoise qui s'installe. Et donc, c'est ce dont s'emparent les premiers mouvements féministes des années 1850. Ensuite vient la montée en puissance de l'industrialisation, le prolétariat féminin est important, et dans le mouvement socialiste, les femmes commencent à s'organiser et à avancer des revendications comme les travailleurs d'amélioration de leurs conditions de travail. Mais en 1910, à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, l'allemande Clara Zetkin, alors présidente du secrétariat international des femmes socialistes, propose l'instauration d'une journée qui sera célébrée chaque année, qui servira à la propagande en vue d'obtenir aussi le droit de vote des femmes, pas seulement des droits sociaux. Cette proposition, approuvée à l'unanimité par les délégués des 17 pays présents, annonce l'internationalisation du Women's Day, qui était un jour qui avait déjà été proposé par les socialistes états-uniennes l'année précédente, en 1909. Cette décision des socialistes permet aussi un peu de couper l'herbe sous le pied aux féministes bourgeoises qui n'avancent que les droits civiques et qui oublient le prolétariat féminin écrasé par tout un tas d'autres choses. À la suite de la résolution de Copenhague, la Journée internationale des femmes est célébrée pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse. Et plus d'1 million de femmes et d'hommes y participent à des rassemblements. Dans les années qui viennent, les femmes d'Europe et de Russie tiennent des rassemblements entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. Et en 1917, donc le 23 février pour le calendrier russe, les femmes entament une grève et une manifestation et marche vers le palais d'hiver à Pétrograd, et ce sera le point de départ de la révolution russe. Donc 23 février de leur calendrier, 8 mars de notre. C'est d'ailleurs donc la Russie bolchevique puis soviétique qui officialisera cette journée comme journée pour les droits des femmes en 1921. Ce jour restera férié mais non chômé quand même pour les soviétiques staliniens jusqu'en 1965. Donc depuis chaque année, les femmes organisent la concentration de la revendication autour de cette journée. Et je fais un peu des sauts, sinon on va passer le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes prennent de plus en plus de place dans les syndicats, les droits sociaux, l'égalité des salaires est revendiquée. Et puis, c'est les années 60, en Europe et aux États-Unis, les femmes revendiquent aussi, le mouvement de libération des femmes revendique les libertés sexuelles et notamment les droits à la contraception et à l'avortement.
Et cette deuxième vague féministe, par contre, ne retient pas forcément le mode de lutte qui est la grève. Ça réapparaît dans les années 70. Et notamment la question des revendications sur l'inégalité de répartition des tâches domestiques est au centre des luttes. Et là, les femmes vont reprendre les idées des socialistes des années 10-20 et revendiquer un droit de grève pour ce jour-là. Alors, d'abord, l'ONU va institutionnaliser le jour, ça va permettre quand même plus facilement de l'intégrer dans les luttes en 1977. Et donc aujourd'hui, on en est à voilà, une définition que donne par exemple Amnesty International de la grève féministe, et qui dit le principe de la grève féministe est que les femmes et toutes les personnes qui le veulent arrêtent toutes les activités professionnelles, toutes les tâches domestiques et de consommation pour mettre la société à l'arrêt et démontrer que les femmes ne sont pas qu'une variable d'ajustement, mais bien un rouage essentiel de la société. Le but, exposer les conséquences d'une journée sans femmes, revendiquer l'égalité des droits, notamment salariales et professionnelles, et lutter contre les discriminations et violences fondées sur le genre. Alors, il y a une lutte qui a très bien marché, mais dont on a peu parlé, en Islande en 1975. 90% des Islandaises ont participé à une journée de travail le 24 octobre. Ça a ouvert la voie à des gains, enfin des victoires sur le plan d'égalité femmes-hommes. Les Islandaises, elles étaient très très injustement payées, elles étaient payées 60% de moins que les hommes, et beaucoup d'entre elles ne travaillaient pas. Et donc le 24 octobre 75, comme c'était 75 c'était pour l'ONU une année de la femme, elles ont lancé des comités pour organiser des grèves féministes et appelé à ce jour, alors qui était appelé un jour de congé pour que les femmes ne risquent pas le licenciement pour grève. Et il y a eu une pression sur les médias pour parler des injustices que vivaient les femmes dans le pays. Alors, elles sont allées loin puisqu'elles ont non seulement pas travaillé, mais elles ne sont pas occupées des enfants, elles n'ont plus rien fait pendant la journée. Et donc, ça a eu pour conséquence énormément de choses. Les annonces sont fermées, il n'y a plus de services téléphoniques, les journaux n'étaient pas imprimés parce que toutes les typographes étaient des femmes, les théâtres sont fermés, et même les employeurs ont dû voir arriver les messieurs, les travailleurs avec leurs enfants, parce qu'il y avait plus d'école. Et les hommes appellent ça le long vendredi. Et il y avait même rupture de stock sur le repas rapide que mangeaient les Islandais à l'époque, et il n'y avait plus de saucisses dans les magasins parce qu'ils avaient tout dévalisé. Donc oui, mais elles ont gagné sur les inégalités de salaire, elles ont gagné des augmentations faramineuses. Et aujourd'hui, les Islandaises ont l'écart de salaire entre hommes et femmes le plus faible d'Europe. Donc voilà. Mais elles se sont quand même remobilisées en 85, en 2005, en 2016, toujours le 24 octobre, en référence à cette journée du long vendredi. À chaque fois, elles mettent en avant un thème différent. Et par exemple, en 2018, c'était le hashtag MeToo. Et entre 2010 et 2018, et à chaque fois, le 24 octobre, elles sont parties au moment où elles considèrent qu'elles sont plus payées parce qu'elles travaillent gratuitement, parce qu'il y a l'écart de salaire avec les hommes. Alors, l'heure avance un peu, mais si on bat ce rythme-là, il faudra des années. C'est-à-dire qu'en 2010, elles sont parties à 14h25. Et en 2018, à 14h55. On gagne une demi-heure. Mais voilà, ça reste... voilà, il y a encore du beau. Je peux en citer une autre, je ne sais pas si j'ai le temps. En 1991, en Suisse, les femmes de l'horlogerie ont lancé un appel à la grève. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, ça ne va pas de soi, parce que toutes les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1971. Parce que comme la Suisse est un système fédéral, il y avait des régions, des États où ils n'avaient pas le droit de vote. Donc c'était au sujet d'une loi fédérale
dans la Constitution qui n'était pas appliquée et qui justement crée des inégalités entre les hommes et les femmes. La grève, elle a quand même eu un retentissement énorme, puisqu'il y a eu 500 000 femmes qui ont fait grève. La Suisse, c'est quand même un pays très peuplé. C'est une femme sur 4 aussi qui est descendue dans la rue pour manifester. En 2019, et d'ailleurs j'ai lu aussi que là récemment à Lausanne, les femmes se sont remobilisées sur les questions salariales en faisant une grève féministe. Ensuite, c'était donc la Pologne en 2016 qui a fait une grève pour protester contre le projet de loi qui interdisant totalement l'avortement. Et il y a une mobilisation massive, le gouvernement a été obligé de reculer. Bon, même s'ils essayent de temps en temps de refaire passer en force des éléments pour limiter encore l'avortement, qui est déjà très difficile en Pologne. En 2018, le 8 mars, donc en Espagne, a été aussi massivement suivi, puisque même si elles ont fait grève que 2 heures, il y a 6 millions de travailleurs qui ont fait grève, travailleurs et travailleuses dans tout le pays. La grève a commencé à minuit, concert de casseroles pour réveiller le public, et la journée a été préparée pendant 1 an. Et elle a eu pour point de départ un viol collectif qui n'a pas été condamné. En plus, ils se sont filmés, c'est rare. Et malgré ça, ils n'ont pas été condamnés. Donc, et pendant 1 an, quand même, il y a eu un travail pour que ce jour-là soit vraiment un jour de grève presque général. Et donc, pour illustrer cette avancée internationale de cette grève féministe, je passe la parole à Marina. Buenas tardes, gracias por la invitación. Salut, merci pour l'invitation. Voy a expresar algunas ideas para aportar al debate de la orientación del movimiento de mujeres feministas. Je vais apporter quelques idées à propos de notre orientation dans le mouvement des femmes et le mouvement féministe. A partir de la experiencia práctica À partir de y l'expérience la pratique, intervención en Argentina. l'intervention en Argentine. Bueno, el movimiento feminista se expresa en todas partes. Le mouvement féministe s'exprime partout. En las Olimpiadas acá en Francia con la boxeadora argelina Pendant o les Jeux con Olympiques en la France avec la boxeuse, atleta de refugiada afgana. et la boxeuse Algérienne. Algérie, voilà, c'est la mère. Ou la réfugiée afghane. En la Marea Verde de Argentina, en las huelgas feministas de Islandia, Polonia. Donc il y a eu la Marea Verde et la Marée Verte en Argentine, les grèves des féministes en Islande ou en Pologne. En la rebelión de los vuelos en Irán. Dans la rébellion des femmes qui enlevaient leur voile en Iran. En la inmensa movilización antihomofóbica que hubo en Puerto Rico. Dans la grande mobilisation contre l'homophobie qu'il y a eu à Porto Rico. Pero también hasta en la campaña electoral de Trump, el problema del aborto hace parte de la discusión. Mais aussi donc, dans la campagne électorale de Trump sur le problème de l'avortement. En oposición, casi en respuesta, hay una ofensiva medieval que grita contra el feminismo, contra la ideología de género, contra cada una de las conquistas obtenidas. Donc contre cette vague féministe, il y a une opposition presque médiévale, quoi, avec des valeurs vraiment réactionnaires qui s'opposent à cette avancée féministe. Por el regreso a lo que nosotros llamamos la familia patriarcal, capitalista, regresiva, reaccionaria. Comme des voix qui s'élèvent pour défendre la famille patriarcale réactionnaire. De Trump al Vaticano, Elon Musk, a Milei, allí donde esa multitud de personas de a pie se organizan y confluyen, allí donde ellos vuelcan millones, provocaciones para campañas, para desprestigiarlas, para aislarlas, para dividirlas. Donc que ce soit de Trump au Vatican, de Elon Musk à Milei, partout où il y a des femmes qui se mobilisent, en face, eux, ils mobilisent de l'argent, y compris et beaucoup pour faire des campagnes de décrédibilisation des femmes qui se mobilisent.
Les molesta la destrucción de una hermandad diversa que se levanta para romper cadenas que estaban petrificadas. Cadenas que aún resguardan enormes atrocidades, que impiden fraternidad, que sostienen este podrido edificio capitalista. Donc ce qui les dérange, c'est cette sororité, un peu, cette solidarité entre les femmes qui s'élèvent, quoi, et qui viennent rompre un peu des chaînes qui ancrées dans la société, ouais, les atrocités qu'on connaît, qui sont liées au patriarcat. Que llevan las desigualdades más brutales en el altar de la propiedad privada. Ouais, donc en gros, ce qui les dérange, c'est. J'ai pas suivi le son de la phrase, quoi. Mais voilà, c'est le fait qu'on critique aussi toutes les inégalités brutales liées à la propriété privée et qui se traduisent sur des inégalités entre les hommes et les femmes. Es una pelea que hoy está en curso, donde nos movemos, responden, buscan revancha. Por eso nuestras conquistas son siempre transitorias. Donc c'est une bataille qui est en cours, quoi. Là où on se mobilise, il y a une réponse et donc c'est toujours en plein mouvement. Por eso nuestras conquistas siempre son transitorias, son hermosas, nos llenan de orgullo y son la muestra de las potencialidades de la mayoría cuando se decide hacer temblar la sociedad, pero están siempre en peligro. Donc c'est pour ça que nos conquêtes sont toujours transitoires, quoi. Elles sont belles et on est très contente de les gagner, mais elles sont toujours, il y a toujours un risque de les perdre. Y van a estar en peligro hasta que logremos liberar a toda la humanidad de toda forma de explotación y opresión. Et elles seront toujours en danger jusqu'à ce qu'on soit capable de libérer toute l'humanité de toute forme d'exploitation et d'oppression. Mi primera definición es que el movimiento feminista, que ha impactado al mundo con sus demostraciones de fuerza, en sí mismo es un movimiento al que hay que impulsar. Donc ma première définition, c'est que le mouvement féministe qui a montré partout dans le monde des démonstrations de force est un mouvement qu'on doit impulser. Porque sus denuncias dejan al descubierto el sistema, porque derriban pilares de dominación sistémicos y porque le demuestran al mundo la potencia de la lucha en las calles. Parce que les dénonciations des féministes mettent à découvert toutes les misères du système, parce qu'elles s'attaquent aussi à des piliers de la domination systémique et parce qu'elles montrent à tout le monde les potentialités de la lutte dans la mobilisation. La segunda reflexión o aporte para esta mesa de debate parte ya de nuestra experiencia del Nuevo MAS y de las Rojas en Argentina. Donc ma deuxième réflexion, et ce que je veux apporter pour le débat, c'est plus à propos de notre expérience, celle du Nuevo MAS et de las Rojas, donc l'organisation de femmes qui leur est liée en Argentine. El movimiento no surgió un buen día y de repente. Fue producto de numerosos quiebres, de numerosas entradas en escena, de durísimas polémicas y de la experiencia de chocar las posiciones con la realidad. Donc le mouvement n'est pas sorti comme ça un jour entièrement, il y a eu des tentatives, des polémiques, des expériences difficiles pour s'affronter à la dure réalité, avant que ça prenne vraiment une ampleur. La norma fueron las polémicas y las peleas con el reformismo, contra los gobiernos, y lo que menos frecuente fue es que todas opináramos lo mismo. Ce qui était le plus normal, c'était vraiment les polémiques, les bagarres, et notamment avec le réformisme, et c'était très rare les moments où on était d'accord toutes entre nous. Nuestro movimiento se forjó con grandes discusiones que pasaron en la vanguardia, con talleres, pero también con asambleas. Donc notre mouvement s'est créé avec des grandes discussions qui ont commencé dans l'avant-garde, avec des ateliers, mais aussi avec des assemblées. De ninguna manera fue espontáneo, fue impulsado por organizaciones y militantes individuales que con la lucha abrimos el camino para que entraran miles. Il n'y a rien de spontané, quoi. Ça a été impulsé vraiment par des organisations et des militantes individuelles, mais qui ont ouvert la voie à ce que des milliers de personnes puissent... Esta historia no se escribió sola. Cette histoire ne s'est pas écrite toute seule. Bueno, en la génesis de este movimiento
hubo que pelear que entraran los distintos sectores al movimiento feminista, porque en un principio era una cuestión de académicas o académicos. Donc au début de ces mouvements, il a fallu d'abord se battre pour que toutes les différentes couches de la société entrent dans le mouvement, parce qu'au départ c'était un peu quelque chose où il n'y avait que les intellectuels quoi, qui participaient. Entonces las mujeres pobres que eran víctimas de violencia, había que abrirles la puerta para que entraran a un movimiento. Y las académicas no las veían como feministas y en el mejor de los casos querían ellas darles una solución a sus problemas, pero no darles voz a sus problemas y que ellas fueran las que hablaran. Donc il a fallu déjà ouvrir la porte aux femmes pauvres qui étaient victimes de violences par exemple, et ça a créé un petit conflit parce que les intellectuels ne les voyaient pas forcément comme féministes, et il a fallu aussi se battre pour qu'elles puissent avoir la parole et exprimer ce qu'elles avaient à dire. Entonces una consigna nuestra muy importante durante todo un periodo fue que se le dé la voz a las mujeres, y ahí representábamos a las de abajo, digamos, no a las figuras académicas sobre todo. Donc un premier mot d'ordre, c'était de donner la parole aux femmes, et là-dedans, nous, on était là pour défendre justement la parole des femmes pauvres, de celles d'en bas, et pas juste des intellectuels. Y una vez que entraban, la segunda polémica todas las veces era que de nuestra parte que hablaran de todos los problemas y no solo de sus problemas particulares. Es decir, las mujeres víctimas de violencia no solo hablaran de la violencia, sino también del aborto, del gobierno, de las luchas internacionales. Y esa fue una discusión muy importante entre las reformistas y las revolucionarias, que planteábamos que todas teníamos que discutir todo. Donc dans un second temps, la discussion c'était de pouvoir parler pas seulement de ces problèmes propres, mais aussi des autres problèmes, et que les femmes par exemple victimes de violences, elles ne soient pas là que pour parler des violences faites aux femmes, mais qu'elles puissent aussi parler, et qu'elles parlent de toutes les autres questions, de l'avortement, du gouvernement, des questions internationales. Et donc ça a été l'objet aussi d'un combat un peu entre les réformistes et les révolutionnaires. Lo mismo con las compañeras travestis trans, o sea, que entren al movimiento y que no las encierren en el taller que solo habla de la problemática travesti trans, y así con las mujeres originarias y con las periodistas y con las estudiantes. Donc ça a été la même question sur les travestis trans, qu'ils fassent partie du mouvement réellement et qu'ils puissent participer, IDL puissent participer à toutes les commissions, et qu'on ne les enferme pas simplement dans une question particulière. Et pareil aussi pour les femmes autochtones, pour les journalistes, pour toutes les catégories, voilà, qu'on ne soit pas chacun dans sa petite commission. Y para que eso ocurra, y lo íbamos logrando, significaba un esfuerzo militante muy grande, pero además tener la idea de hacerlo. No era solo el esfuerzo, sino también tener esa idea que dándole voz y haciendo parte del movimiento a distintos secteurs de mujeres, eso nos permitiría dar un salto. Donc là, c'est sûr que ça supposait un effort militant important, mais il fallait aussi avoir l'idée de le proposer, et c'est, enfin, voilà, le fait qu'on l'ait fait, on pense que ça a permis de faire passer à un niveau. Finalmente las secundarias, las más niñas, las más pequeñas, no pidieron permiso, entraron solas. De pronto, organizando las actividades, encontrábamos que hijas, sobrinas, hijas de las amigas o hijos de los amigos, todos querían entrar al movimiento. Y una vez que eso ocurrió, cambió todo. Pero eso no hubiera ocurrido, o por lo menos no ocurrió en nuestro caso, sin una fragua anterior. Un movimiento que les abriera la puerta. Donc au bout d'un moment, il y a les
plus jeunes, les lycéennes qui sont venues et qui ont demandé la permission à personne, qui sont juste entrées dans le mouvement. Et d'un coup, on se rendait compte dans les différentes activités organisées dans les ateliers qu'en fait, il y avait des filles, des nièces, des filles d'amis qui étaient là et qui participaient. Et c'est sûr qu'à partir de là, tout a changé. Mais ça n'aurait pas pu arriver sans les étapes d'avant et sans avoir ouvert la possibilité que ça puisse arriver. Y ahí se formó la marea verde, o sea, no se ve ahí, pero todas están con el pañuelo verde, y el Parlamento tuvo que rendirse. O sea, fue una derrota para el Parlamento y un triunfo para el movimiento. Donc c'est à partir de là qu'est apparu ce qu'on appelait la marée verte. Là on voit pas bien sur l'image, mais en fait tout le monde a un petit un foulard autour du cou qui est vert, quoi. Et à partir de là, le Parlement a perdu, quoi, et ça a été la victoire. Otra discusión interesante fue dentro de la misma extrema izquierda, acá la llaman extrema izquierda, nosotros simplemente izquierda, que un poco había abandonado el hilo del marxismo de levantar todas las banderas de los explotados y oprimidos, y entonces fue también, eso es una parte importante de la génesis cuando nosotras decidimos, como las rojas, reconocernos feministas y socialistas, y armamos una agrupación que se llama Las Rojas, que evidentemente pretende simbolizar esas ideas. Cuando nosotras comenzamos, para la izquierda más sectaria era impensado que no fuera primero el salario para toda actividad. Oui, donc y compris dans l'extrême gauche, il y en avait certains qui avaient un peu abandonné cette idée qu'il y a dans le marxisme, en fait, de lever le drapeau de tous les opprimés, de toutes les opprimées. Et donc, dans cette idée de vouloir construire une organisation qui soit féministe et socialiste, comme est la Rojas, quoi, de dire, en fait, on est là pour... voilà, c'est ça, être marxiste, c'est être féministe aussi. Il y a une partie de l'extrême gauche la plus sectaire qui ne trouvait pas normal qu'on ne mette pas en avant d'abord les questions salariales et de travail. Y fue también una conmoción que hubiera banderas rojas peleando en las primeras filas de las luchas de las mujeres. Et c'était aussi quand même une surprise un peu de voir des drapeaux rouges en tête des manifs de femmes. Y fue difícil y nos obligó a estudiar, a prepararnos más para intervenir mejor y poder disputar con las reformistas y a su vez con la izquierda sectaria que no jerarquizaba la disputa dentro de una enorme cantidad de trabajadoras, pobres y estudiantes. Que no entraba, que no iba. Donc ça nous a obligés à travailler, à nous améliorer aussi pour avoir de meilleurs arguments, pour participer à toutes ces discussions, pour combattre et d'une part les réformistes, mais aussi une partie de cette extrême gauche sectaire qui ne voulait pas entrer dans ce mouvement de masse des femmes. Eso nos permitió ganar para el socialismo, para la causa revolucionaria, importantes activistas del movimiento de mujeres. Nuestra candidata Manuela Castañeira fue parte de ese proceso y en general logramos construir una ala roja dentro del movimiento de mujeres. Bon, ça nous a aussi permis de gagner un certain nombre d'activistes, quoi. En particulier la porte-parole Manuela Castañeira, elle vient de ce milieu-là. Et en fait, elles ont constitué une aile rouge du mouvement féministe. Y como hablábamos de todo, el feminismo hoy es casi sinónimo de lucha o de una lucha aguerrida. Les voy a contar una anécdota personal. Estaba yendo al trabajo en tren y el tren paró, bajamos y el trabajo
trabajador empezó a explicar que se había roto y algunos pasajeros empezaron a criticarlo, a echarle la culpa. Entonces yo intervine y defendiendo al trabajador, que era el patrón, que era el gobierno, que no sé. Bueno, el trabajador ferroviario feliz me sonreía y ahí se animó a hablar, y el que lo increpaba se fue gritando feminista. O sea, el hecho de defender a un trabajador aguerridamente era féministe. Du coup, avec tout ça, le féminisme et puis le mot féminisme, c'est devenu un peu synonyme de lutte et puis pas d'être... Lutte acharnée. Ouais, voilà, de quelqu'un d'acharné, ouais. Elle raconte une anecdote, une fois en allant au travail en train, le train s'arrête, quoi, et le travailleur explique qu'il y a quelque chose qui est cassé, etc. Les voyageurs s'énervent et certains commencent à le critiquer. Et donc à ce moment-là, elle est intervenue pour le défendre, et puis en critiquant plutôt le gouvernement qui ne met pas les moyens, etc. Et en fait, bon, d'une part, le cheminot en question était très content et donc pu discuter un peu à partir de ça, mais surtout la personne qui critiquait avant, qui était la plus énervée, part en disant ah, féministe, parce que en fait défendre les travailleurs, bah, c'est être féministe, quoi. Ça veut dire c'est quelqu'un d'acharné qui ne se laisse pas faire. Como se hace muy largo por la traducción, voy a abreviar lo del paro de mujeres. El primer paro importante de mujeres fue en el año 2016, en el calor de todo este proceso. En Argentina las centrales sindicales no llaman al paro, ni la CGT llama al paro. Entonces el paro se votó en una asamblea del movimiento de mujeres, en una asamblea. Les voy a mostrar cómo son las asambleas. Donc la première grève qui a eu lieu en Argentine, c'était en 2016, dans le cadre de tout ce mouvement-là. Les centrales syndicales n'avaient pas appelé, n'appellent pas à la grève, pas même la CGT, mais du coup l'appel à la grève il a été fait dans une assemblée féministe, ça c'est un exemple de ce que c'est qu'une assemblée. En una asamblea así, cuando está el llamado de las mujeres polacas, nos juntamos, ante cada hecho nos juntamos, guerra, las feministas de los sindicatos no querían llamar a la huelga, perdieron la discusión y se decide hacerla igual de 1 hora para que se pudiera garantizar, porque no ir a trabajar no era posible de garantizar. Donc bon, il y a eu plusieurs assemblées, notamment les féministes qui elles-mêmes étaient syndiquées ne voulaient pas forcément qu'il y ait d'appel à la grève, et puis nous, on est parti sur un appel d'1 heure pour que ça soit réalisable. Ça. Y la huelga fue una cosa extraordinaria en las obras en construcción, en los subtes, en los trenes, en las escuelas, en las oficinas, en los juzgados, en los hospitales, en todos lados a la misma hora las mujeres salieron a la vereda cercana a hacer alguna cosa, y si no, pararse ahí juntas con algún cartel. Donc il y a eu ça a été un vrai succès partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les trains, dans les bureaux, dans tous les secteurs. Les femmes sont sorties, mais simplement même sur le trottoir en face, de l'autre côté, à sortir une pancarte, se réunir ensemble. Y se hizo después una extraordinaria movilización por el paro de mujeres. Y voy a contarles solo una experiencia más de paro de mujeres, que fue en el 2019, fue para el 8 de marzo del 2019, y las mujeres, esta vez las mujeres sindicalistas parecían colaborar y se ofrecieron a que tuviéramos un buen sonido. Es muy difícil tener un buen sonido para un acto así. Donc
bon, tout ça a débouché sur une grande mobilisation pour la grève féministe, c'est voilà. Et notamment en 2019, donc, il y a eu un appel à la grève féministe pour le 8 mars. Et cette fois-ci, les syndicalistes, les femmes syndicalistes semblaient vouloir collaborer, être bien intentionnées. Et donc, notamment, elles ont proposé de fournir la sono, parce que c'est difficile de sonoriser une place comme ça avec autant de monde. Pero en el documento criticábamos a la CGT porque no llamaban al paro y no dejaban parar. Mais sur le texte d'appel, on critiquait la CGT parce que la CGT n'appelait pas à la grève. Y entonces nos dijeron 5 minutos antes del acto que teníamos que sacar la parte del documento donde criticábamos a la CGT y si no, no pagaban el sonido. Et donc 5 minutes avant le meeting, le rassemblement, elles ont dit il faut que vous retiriez la partie critique de l'appel, sinon on ne paye pas la sono. En el palco solo había una por agrupación y todas las demás estábamos con las columnas. Donc sur la scène, sur la tribune, il y avait une par organisation et les autres on était dans la foule. Escuchamos la voz desde el palco de nuestra compañera Inés, que tiene la tradición de izquierda de la colecta, diciendo la CGT no va a pagar si no podemos decir lo que queremos, queremos decir lo que queremos, les proponemos una colecta. Donc on a entendu notre camarade Inès à la tribune dire voilà, la CGT ne veut pas payer, ils ne veulent pas qu'on puisse dire ce qu'on veut dire, on propose une collecte pour continuer à pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Y una marea de billetes, pero impresionante, porque era mucha plata la que había que pagar y el trabajador del sonido no iba a poner el sonido si no pagábamos. Y muchos, incluso muchas, pusieron mucha plata y verlo, nadie lo grabó porque fue como tan rápido y tan... Pero verlo, sí están las fotos de las compañeras con las bolsas desde el palco, porque hacían llegar al palco. Y la tradición de izquierda de la colecta se sintetizó, fue muy importante para torcerle el brazo y que no les pongan condiciones a un movimiento que nosotros peleamos mucho para que sea independiente de los gouvernements, patrones, burocratie. Et donc, suite à cette annonce, il y a une marée de billets qui a convergé vers la tribune, et parce qu'en plus, c'était vraiment une quantité importante d'argent qu'il fallait. Et l'ingé son, qui était en train de mettre le son, il n'aurait pas mis s'il n'avait pas eu l'argent. Et donc, c'était impressionnant de voir toute cette participation. On a malheureusement pas, c'était si rapide qu'on n'a pas vraiment d'image de ça, mais il y a des photos, des sacs de billets sur la scène, Et tout ça pour dire que un peu cette tradition d'extrême gauche, de la collecte collective, elle a servi pour un peu tordre le bras face aux réformistes, à ceux qui mettaient des bâtons dans les roues, et parce qu'on met un point d'orgue un peu à ce qu'on construise un mouvement qui soit indépendant de l'État, etc. Para terminar, por supuesto, bueno, en nuestro caso, no fue independiente el desarrollo del movimiento de mujeres del desarrollo de las luchas obreras y de trabajadores en general. Es decir, sin la lucha de los piqueteros, las mujeres no se hubieran encontrado con otras. Si la mujer está encerrada en la casa, no se encuentra con otras y no hay movimiento de mujeres. Donc ce mouvement des femmes, il n'a pas été indépendant du tout du reste des luttes ouvrières. Bien sûr que sans le mouvement des piqueteros, donc c'est le mouvement de chômeurs, il n'y aurait pas eu non plus des rencontres possibles. Pero sin las experiencias de trabajadoras, yo estaba en como la conducción de una parte del sindicato, de una seccional del sindicato docente. Las docentes, las del gremio de la alimentación,
fueron muy importantes en la confluencia del movimiento de mujeres con las luchas obreras más sindicales. Creo que me perdí un poco. Dijiste que sin... Acá está, sin las experiencias antiburocráticas generales como el Centro de Administración. D'accord, oui. Mais à l'inverse, sans les expériences déjà préalables de lutte anti-bureaucratique chez les travailleurs et les travailleuses, là, elle, par exemple, elle est dans le syndicat des enseignants, quoi, mais sans... il n'y aurait pas eu non plus la possibilité de cette confluence des mobilisations de femmes avec les mobilisations de travailleurs et travailleuses. Ya estoy terminando. El peor de los balances sería señalar que el movimiento se formó en el vacío. Bon, le pire bilan qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que le mouvement s'est formé de rien, quoi, au milieu de... Cada vez nos enfrentamos a la derecha con sus ataques. On s'affronte toujours à la droite et à ses attaques, pero también a los reformistas y a su imposibilismo. mais aussi aux réformistes et au fait de dire bon, c'est pas possible, c'est impossible. En las luchas oponemos nuestro programa, el de la necesidad de unirnos a la clase obrera para acabar con el capitalismo. Donc nous, on avance dans les luttes, on avance notre programme, c'est celui de se lier à la classe ouvrière, voilà, pour en finir avec le capitalisme. Dentro del movimiento constituimos el ala roja. Donc dans le mouvement féministe, nous sommes l'aile rouge. Se acercan nuevos episodios para la clase obrera, para el feminismo, para los migrantes, para la defensa del ambiente. Et il va y avoir d'autres épisodes devant nous, que ce soit pour la classe ouvrière, pour le féminisme, pour les femmes, pour les migrantes et pour la défense de l'environnement. Y la entrada de las nuevas generaciones a la escena política. Et aussi l'entrée des nouvelles générations sur la scène politique. Y nosotros pensamos que hay que dar batalla en todos los terrenos. Et nous, on pense qu'il faut livrer la bataille sur tous les terrains. El resultado no está escrito. On n'est pas encore le résultat. Las socialistas tenemos el desafío de conquistar a la vanguardia Notre défi voilà, en tant que révolutionnaire, c'est de conquérir l'avant-garde, de gagner l'avant-garde, para una perspectiva de lucha que dé vuelta a todo. dans une perspective d'une lutte qui enfin renverse tout. No podemos regalar ningún terreno, On peut pas céder, enfin on peut céder aucun terrain. por eso estábamos por un movimiento feminista de lucha en las calles, C'est pour ça qu'on est pour un mouvement féministe de lutte dans la rue, independiente de todos los gobiernos, indépendant de tous les gouvernements, por la unidad de la clase obrera con todos los explotados y oprimidos, pour l'unité de la classe ouvrière avec tous les exploités et les opprimés, y por un feminismo socialista. et pour un féminisme socialiste et internationaliste. Perdón por el tiempo. Désolée pour la... Ouais, bon, moi je vais avoir la tâche de conclure. D'abord, on va dire le thème initial de cet atelier, c'est sur la question de la grève, et de la grève du 8 mars. Et justement, parce que tout ce que tu as dit, moi il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je suis en désaccord. Et je pense que c'est bien parce que du coup tu les mets dans la discussion. Et notamment, et donc je redis l'idée initiale, c'était comment d'abord le 8 mars, c'est initialement une grève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redécouverte d'une grève. C'est initialement une grève. C'est à partir d'une grève ouvrière que le 8 mars est apparu et qu'elle est devenue cette date au fil du poids du stalinisme et des difficultés d'y imposer autre chose, une sorte de journée de commémoration où la femme est mise un peu au centre, la femme qui est quand même la femme à la maison, la femme bonne ouvrière dévouée, et non pas et où l'aspect de la lutte, de la grève était évidemment gommé. Et en France particulièrement, il n'y a pas aujourd'hui, mais je le mets en discussion, de mouvement féministe. Il y a un mouvement qui s'est développé dans les années 70 face au stalinisme et face à la difficulté de pouvoir imposer des revendications féministes à l'intérieur des organisations politiques, mais aussi à l'intérieur des organisations syndicales. Et donc, il y a une réaction à ça, et notamment sur les questions d'avortement, de liberté et de choix de sa sexualité, de liberté à disposer de son corps.
Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une discussion à avoir parce qu'elle a des inférences sur nos manières de militer, sur comment on milite, et surtout quel temps on y dédie. Si l'on pense qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une oppression spécifique, là en l'occurrence le féminisme, on pense qu'il y a une oppression spécifique, eh bien il y a forcément la construction de cadres spécifiques et donc d'un mouvement. Et ça, je le mets, c'était pas l'objet de ce que j'avais à dire, mais je le mets quand même en discussion puisque tu l'as posé dans le cadre de cet atelier. Moi, je voulais revenir davantage sur ce qui avait un peu occupé en fait la manière dont on avait pensé cet atelier, parce que un peu partout dans le monde, en tout cas dans un certain nombre de villes en France cette année, mais aussi en Europe, dans ce que j'ai un petit peu pu fouiller, on est sorti cette année. Honnêtement, je ne livrerai pas ici une explication de ça. Mais on est sorti un peu cette année d'une part du fait que c'est une journée de commémoration et que un peu à journée de commémoration, eh bien, il y a un certain nombre d'associations, d'organisations qui ont cherché les moyens depuis quelques années d'y apporter une réponse un peu plus radicale, ce qui a fait se développer notamment en France les manifestations de nuit, vous savez, qui précédaient un peu. Et puis, cette question de la grève, elle s'est quand même réinstallée et elle a été quand même un peu un mélange de mobilisation importante, notamment en Suisse, mais aussi de ce qui se passait en Amérique latine autour des violences faites aux femmes, des violences faites aux femmes, des meurtres commis sur les femmes. Des meurtres, j'ai envie de dire, bon, pardonnez-moi si l'expression est un peu up, mais un peu systématisés quand même, comme moyen, comme gestion de rapport entre les hommes et les femmes. Et donc la question de la grève est un petit peu revenue, mais elle s'est traduite en France, mais en Europe, notamment par quelque chose autour de la grève des tâches ménagères. C'est-à-dire quelque chose qui fait reposer entièrement individuellement, qui réenferme les femmes dans le rôle qu'elles ne se sont pas attribuées, mais que le capitalisme et le patriarcat leur ont attribué, et les laissant bien seules à l'intérieur des murs, où on le sait, c'est là que se passe quand même 99% et de cette évidemment division totalement inégalitaire des tâches ménagères, mais aussi des violences. Et il se trouve que donc ça, dans beaucoup de pays d'Europe, si on fait le tour, et particulièrement en France, ça n'a pas marché. Y compris la volonté de dire il faut qu'on arrive à lier ça un peu quand même aux femmes travailleuses et d'abord à l'exploitation. Le fait de dire à partir de telle heure, on ne travaille plus, on quitte le travail et donc en grève, ça n'a pas marché. Mais pour une raison qui est assez évidente, c'est que l'organisation du travail n'est pas faite de cette manière-là. Donc pour tout un tas de secteurs, ça n'avait aucune prise avec la réalité de l'organisation du travail, mais surtout avec la possibilité, petit à petit, de, si ce n'est massifier, en tout cas d'entraîner dans cette grève. Et aussi de construire cette grève. Parce que derrière le mot grève, il y a assemblée générale, il y a regroupement de celles et ceux qui décident ce jour-là d'arrêter le travail pour défendre leurs droits, pour protester contre une injustice, pour protester contre la maltraitance et l'exploitation patronale et l'oppression patriarcale, en l'occurrence là pour le 8 mars. Et donc cette année, on a eu, je fais un petit retour en arrière, mais l'année dernière, donc comme vous le savez en France, on a vécu quand même 5 mois d'une mobilisation très intense contre la réforme des retraites qui reculait l'âge de départ à 64 ans. Une quinzaine de journées de grève ont ponctué ces 5 mois avec des grèves reconductibles, et il se trouve que l'année dernière, le 8 mars, était encadré entre 2 journées de grève reconductible. Et pour autant, les chiffres de manifestantes et manifestants cette année sont plus importants partout, y compris dans des villes. Là, je regardais des chiffres à Lille, il y a eu plus d'un millier de manifestantes et de manifestants. Lille, c'est quand même, fait pas partie des grandes villes en France. Mais il y a eu aussi un choix qui a été fait par notre organisation
et de fait, qui en fait a mangé dans des organisations syndicales, qui était de dire, même si c'est volontariste, il faut qu'on défende le fait que le 8 mars, on est en grève. Pas la grève féministe. Le 8 mars, on est en grève pour les droits des femmes, mais on est en grève pour nos droits de travailleuses et de travailleurs. Parce que, et ça c'est toute la discussion à avoir, quoi. Qu'est-ce que l'on attend en fait de cette grève? Et on a été, non pas étonnés, mais cette année, alors que la question palestinienne polarise l'ensemble de... Pas un seul pays n'est pas impacté par cette question de la Palestine d'une manière ou d'une autre. Les grèves du 8 mars, elles l'ont été impactées, d'abord par solidarité internationaliste de base et très réconfortante d'une certaine manière, mais aussi parce que dans ce cadre-là, il a fallu mener des débats. À Paris, il y a eu toute une organisation, sioniste qui a essayé quand même de taper le coup de poing, de s'incruster dans cette manifestation suite au 7 mars. Et donc, je veux dire, penser que on peut un peu artificiellement, ou parce que d'après à force d'analyse, détacher ces mobilisations du 8 mars, mais détacher les revendications féministes d'un cadre plus large qui est celui des revendications ouvrières, de toute façon, de toutes les revendications et de toutes les préoccupations que doit avoir la classe ouvrière, et notamment celle de la solidarité internationale, de toute façon, à un moment donné, on est rattrapé par une situation. On est rattrapé par les violences qui nous sont faites, violences patronales et patriarcales, et on est obligé d'avoir de reposer ces questions-là. Ça va, je vais ? Ouais, excuse-moi. J'avais un peu oublié. On a donc fait le choix au niveau de la branche féministe du NPA révolutionnaire de très vite tenter d'intégrer les cadres nationaux qui existent, qui sont des cadres qui existent depuis très longtemps, qui existent depuis, Guylaine, tu me diras si je me trompe, mais je pense 95 et le 25 novembre 1995, qui avait été en France une grosse journée de mobilisation pour les droits des femmes et qui était rentrée qui avait eu l'oreille aussi du mouvement de grève important qui avait eu lieu cet hiver-là. Et donc s'était mis en place un cadre pour le droit des femmes, donc un cadre unitaire très très large regroupant des centaines d'organisations politiques, associations, syndicats, évidemment. Ce cadre qui, en ne voulant pas s'affronter un peu aux discussions et aux débats, s'est fait percuter par elle, notamment quand sont apparus tous les débats autour du port du voile et surtout de l'interdiction du port du voile, notamment. Et puis ensuite, tout le débat qui, dans la foulée de ça, a petit à petit resserré les taux autour des politiques racistes et islamophobes de ce gouvernement, mais des gouvernements précédents aussi. Ce cadre-là a résisté, mais en se disloquant un petit peu. Il en reste pas moins que c'est un cadre qui chaque année se réunit à l'occasion du 8 mars. Et donc c'est un cadre à côté duquel il nous semblait qu'il ne fallait pas passer. Mais en même temps en y ayant une orientation, c'est-à-dire que dans ces cadres-là, comme dans un mouvement d'ailleurs, comme dans un mouvement social, tu vas quand même avec une orientation. Ton but c'est de le massifier, de l'influencer. Et donc on y est allé de cette manière-là. Évidemment, vu la situation du NPA révolutionnaire, qui n'était pas encore le NPA révolutionnaire à ce moment-là, puisqu'on n'en était pas là de notre situation, on s'est trouvé avec quand même plusieurs interventions NPA et bien sûr les moqueries que vous pouvez imaginer de la part d'organisations politiques et syndicats disant vous êtes lesquels. Bien sûr, on s'en est donné à cœur joie de notre côté en disant écoutez, tous les amis là, ceux du nouveau Front Populaire aujourd'hui, mais ceux de l'autre groupement avant, on leur a dit écoutez, vu comment vous êtes aussi multiples à intervenir, à soi-disant appartenir au même regroupement, mais avoir en fait 15 interventions, on va un peu se calmer sur les affaires internes des uns et des autres.
On a été très très offensif, c'est-à-dire qu'on y a discuté entièrement notre orientation. On a dit qu'on se rendait disponible pour l'organisation de cette journée de grève et de manifestation jusqu'au service d'ordre, mais qu'on voulait remettre à plat. Un appel national était en discussion à ce moment-là. Appel national, parce qu'il a fallu qu'on récupère quand même les dates de ces réunions. Elles se font toutes en Zoom, il a fallu qu'on récupère les codes. Enfin, je veux dire, il faut imaginer ce qu'un cadre comme ça nécessite un peu, et on a des camarades qui avaient une intervention préalable et qui nous ont permis quand même d'avoir tout ça, d'obtenir tout ça, et donc de pouvoir assister. On a donc, on est arrivé non pas à la 25e heure, mais enfin quand même, on n'était quand même pas les premiers de la bande à apparaître. On s'est retrouvé avec un appel globalement, bon an, mal an, qui n'avait rien de particulièrement offensif, mais rien de particulièrement scandaleux, sauf que, évidemment, sa partie internationaliste mettait totalement dos à dos Israël et la Palestine, sous couvert de solidarité internationaliste entre les femmes, avec un passage, vu la situation, qui était évidemment pour nous totalement inacceptable. Mais où on est un peu contente, entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire du coup, mais du fait de ne pas avoir lâché quand même sur l'orientation. C'est que bien sûr, on a mis les deux pieds dans le plat, en disant que ça n'était tout simplement pas possible et que pour nous, on ne pourrait pas signer un tel appel. Eh bien, ça a entraîné un certain nombre d'interventions, d'organisations politiques et syndicales plus ou moins significatives, disant que elle n'avait pas vu le passage. Alors c'est étonnant parce que franchement, ils ne pouvaient pas le louper. Elle n'avait pas vu le passage, mais à bien y penser et à bien le relire. Et maintenant qu'on le dit, c'est vrai que c'est quand même un peu too much et que c'est quand même peut-être pas terrible. S'en est suivi une longue discussion, mais on a réussi à le faire retirer. Je veux dire, je voulais en arriver là quand même. Tout ça pour dire, on tire le bilan quand même de ça, nous qui sommes issus d'une autre organisation qui avait fait le choix de ne pas s'affronter à ces débats-là face aux autres organisations, sous couvert un peu qu'il y a un mouvement, je dis c'était l'orientation passée, qu'il y a un mouvement féministe, qu'il y a une dynamique, que celle-ci nous dépasse et donc que l'on doit se mettre entièrement à son service, sans y défendre une politique avec la peur ou l'appréhension que cette politique, elle puisse nous détacher de certains, de certaines, ne pas être comprise, être trop radicale, ou bien être donneuse de leçons, comme si en fait dire ce que tu penses et toi la manière dont tu vois une situation était donneur de leçons, c'est au contraire construire un cadre qui est beaucoup plus sain. Et bien en fait cette position-là, elle a fait qu'on a quand même influencé sur un texte. Nous on était déjà satisfaites entre guillemets d'avoir intégré un cadre dans lequel nous n'avions jamais été. On ne pensait pas en plus en arriver là. La manifestation, on a réussi à décrocher, notamment dans le secteur de l'éducation nationale, des noyaux assez significatifs de grévistes, hommes ou femmes, au point à Paris de pouvoir quand même faire un cortège. Ce qui était, alors évidemment, on a été porté après par la mobilisation partielle qu'il y a eu dans l'éducation nationale, mais néanmoins, ça nous a totalement convaincus que cette discussion-là, que ce débat-là, c'est quelque chose qui doit devenir absolument permanent dans les structures qui sont nos structures pérennes d'abord, et les structures de masse pérennes dans lesquelles nous intervenons chaque jour, ce sont d'abord nos organisations syndicales. Organisations syndicales qui, je veux dire, en France, ont plié les Gaules sur tout, je veux dire, sur la défense des droits des femmes et sur la défense de nos droits en général. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui en France, au moment même où on parle, la dirigeante du principal syndicat ouvrier n'est obnubilée que par une chose, c'est la première ou le premier ministre qui va être nommé, quoi. Et si elle, peut-être, elle peut avoir un rôle à jouer de conseillère ou je ne sais quoi là-dedans, c'est de dire où on en est. Donc, la caractérisation de nos organisations syndicales, honnêtement, voilà, et je pense vraiment ne fait pas désaccord. Par contre, nous, comment on s'en saisit, y compris dans une question, parce qu'il y a les MeToo, il y a tout ce qui a mis en avant, et puis ça, il y a comment ça se
ça se traduit concrètement, quoi. Et nous, la manière dont les femmes aussi sont des militantes à part entière, ont des responsabilités, et elles n'ont pas des responsabilités par élimination ou parce qu'on les met en avant plus sur telle question. Mais aussi parce que ces questions-là de violence faites aux femmes, elles sont quotidiennes sur nos lieux de travail. Elles sont absolument quotidiennes. Et elles ne peuvent pas être... On doit prendre en charge la résolution de ces questions-là. Je ne sais pas s'il y a eu cette année une discussion, mais il y en avait une, en tout cas, je crois, l'année dernière. On a vu un point précisément dans un atelier fait par une camarade cheminote, justement, sur ces questions de violence et de harcèlement au travail, et comment on les prend en charge dans nos cadres d'organisation quotidienne. Pour finir avec ce qu'on a fait, parce que là j'ai fait une petite digression, mais au moment du 8 mars, on s'était mis à disposition, c'était pour vous dire jusqu'où on est allé, du service d'ordre, mais le cadre global, donc on a influé sur l'appel, mais par contre le cadre global a fait une petite réunion ad hoc, à laquelle on n'était pas conviés, et a fait le choix de répondre positivement à l'association donc sioniste Nous Vivrons, pour qu'ils aient un cortège, pour qu'ils puissent participer à la manifestation. Nous sommes intervenus à fortiori. On n'a pas été les seuls. On a eu une expression en tant que parti là-dessus. Et donc, le cadre d'organisation comptait assez quand même sur nous, sur le service d'ordre. Et donc là aussi, on a assumé qu'il n'était évidemment pas question d'assumer des tâches de service d'ordre si le cadre politique tel qu'il était fixé à partir du moment où on intégrait cette organisation était celui-ci. Et donc, nous, on n'assumerait pas n'importe quelle politique et n'importe quoi, notamment en termes de service d'ordre qui n'était pas un corps étranger sans politique, sans orientation et détaché justement d'une orientation. Honnêtement, je regarde Coppelia parce qu'on a été toutes les deux notamment là-dedans. On ne s'est pas pris les foudres, on ne s'est pas fait jeter des pierres, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une réunion de SO en plein début de manifestation, un peu au cœur de la discussion. Le retour qu'on avait quand même, il faut vous imaginer, de toutes les organisations quasi politiques et syndicales du mouvement ouvrier, était que ça se passerait bien. Je veux dire, on était en plein après 7 octobre, vous voyez, des manifestations de solidarité avec la Palestine qui avaient été réprimées, qui ont été interdites, qui ont été réprimées. On a assez fait l'inventaire de tout ça. Et donc là, il y a une organisation sous couvert de droits des femmes sionistes qui est intégrée au cortège, et on pense que ça va bien se passer. Alors que toutes les manifestations, c'était évident, enfin beaucoup, étaient sous le signe de la solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Mais il y a eu une compréhension quand même, il y a eu une certaine fuite, c'est clair qu'on ne nous l'a pas caché, si vous n'êtes pas là, comment on va faire? On ne va pas pouvoir faire une première ligne de manif de SO qu'avec des femmes, on va être obligé de mettre des hommes, tout ça. Enfin, vous voyez, on en est quand même des cogites. Mais néanmoins, cette politique, on l'a assumée et on est apparu comme parti politique. On a eu un très gros cortège qui était pris en charge par les camarades femmes, là pour le coup, de l'animation jusqu'à, en tout cas, la tête de SO, je veux dire, et la première ligne. Et on a quand même réussi, pour la première fois en tout cas en ce qui nous concerne, à apparaître au moment du 8 mars et à avoir une apparition en tant que salarié pour certains et certaines d'entre nous, puisqu'on était grévistes de fait dans nos secteurs, et avoir fait le choix de construire des cortèges de secteurs et à rejoindre après notre organisation, le cortège de notre organisation politique. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? D'abord, évidemment, ces cadres-là, ces cadres nationaux, on pense qu'il faut y être sans opportunisme, sans restriction de ce qu'on a à dire, mais aussi sans hauteur mal placée. C'est-à-dire que c'est quand même une myriade d'organisations qui sont à l'intérieur, et on l'a bien vu, en défendant une orientation, tu peux aussi entraîner. Et il est absolument incontestable que ces organisations, ou bien les organisations qui n'en sont pas vraiment, mais qui regroupent au moment du 8 mars, ou bien du 25 novembre, ou bien au moment de la manifestation pour le droit à l'avortement, dans la foulée de MeToo,
c'est clair qu'elles entraînent une partie de la jeunesse, notamment de la jeunesse scolarisée, qu'elles font des cortèges nombreux, et que c'est pas avoir nous on veut pas avoir de politique opportuniste au sens où on pense que ce qu'on a à dire peut influencer, et donc être dans ces cadres-là, c'est aussi avoir la possibilité de rentrer en dialogue avec ces organisations, avec ce qu'elles drainent aussi de militantes et de militants. Ça pose une deuxième question, c'est pour la suite, c'est-à-dire que le bilan là, qui est tiré du 8 mars en France, mais aussi dans quelques autres pays européens, c'est que quand même cette question de faire grève le 8 mars et que le 8 mars devienne une échéance de l'ensemble du mouvement ouvrier, je veux dire qu'à un moment donné, quand même, on se rend compte de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'on a trop de grèves dans l'année? Est-ce qu'on pense qu'on a trop de moments pour essayer d'engager le bras de fer quand même avec la bourgeoisie, avec ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde et qu'on a largement discuté durant ces 3 jours, et se rendre compte que ça veut dire quand même d'avoir une journée qui existe et donc pour laquelle il faut que nous aussi on dédie quand même désormais du temps pour en faire une journée de grève, un arrêt de travail, une journée revendicative, une journée où tu regroupes les travailleurs et les travailleuses et où tu donnes une coloration qui est évidemment très offensive et qui te permet aussi de rentrer en dialogue, c'est ce que je disais juste avant, avec quand même tout un pan, notamment de la jeunesse, qui est sensibilisée, touchée d'abord peut-être elle-même, et sensibilisée à ces questions de violence que nous, on doit reprendre à notre compte. Je veux dire, les violences faites aux femmes, elles sont sur les lieux de travail, elles sont à la maison, et nous, on a tout intérêt à ne pas faire de distinguo dans la mobilisation, dans ce qu'on essaye de se construire et comment on donne confiance pour le faire. Se posent 2 choses à nous. Cet atelier, il a failli être annulé. En tout cas, il y a une proposition qui soit annulée pour une raison que l'année prochaine et pour les 2 années à venir, je n'ai pas vérifié mon agenda, les 8 mars ne tomberaient pas des jours de semaine, donc pas des jours travaillés. Il est évidemment à vérifier ça, mais je veux dire, je crois qu'en rien ça n'invalide tout ce qu'on a commencé à faire. Et donc la question, c'est à partir de comment on commence à poser cette question-là et comment le 8 mars nécessairement prend le début de coloration qu'on lui a donné cette année de manière bien plus visible, bien plus anticipée, dans une situation où je pense que chacune s'accorde à penser. En tout cas en France, on a une situation extrêmement instable, extrêmement mouvante, qui va forcément faire que les mois qui viennent vont de toute manière énormément nous mobiliser. Mais je veux dire, la situation aux États-Unis, il faut prendre la mesure quand même. C'est la première fois, je pense, en tout cas de ces dernières années d'élection, qu'en plein match, tu as une candidate qui remplace un candidat. Le degré aussi d'instabilité fait que, on sent bien qu'il ne faut quand même pas se priver, nous, de nous ressaisir d'une date qui existe déjà et d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Merci à toutes. Peut-être que avant de commencer